Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les Indes des radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français, avec les télés locales de France qui nous rediffusent et avec TV5 Monde. Deux parties dans cette matinale, vous le savez, le JT des territoires, je vais vous y retrouver dans un instant, vous le présenter, la météo, et puis à 8h, l'invité politique, c'est le porte-parole du gouvernement qui sera sur ce plateau ce matin. Au lendemain des manifestations, c'est Benjamin Griveaux qui sera l'invité politique de Territoire d'Info. Tout de suite, c'est le JT des territoires et je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. Journée nationale des cheminots et de la fonction publique. Hier, selon la police, le nombre total de manifestants s'élevait à 323 000 sur toute la France, 400 000 selon la CGT. Direction les Vosges maintenant, où près de 1300 personnes ont manifesté dans les rues d'Épinal. Pour les syndicats, il s'agissait d'être le plus nombreux possible pour contrer les réformes du gouvernement. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. La question du jour était combien de manifestants allaient descendre dans la rue ce jeudi. À Épinal, comme dans 180 rassemblements en France, 7 syndicats ont engagé un bras de fer avec le gouvernement et il s'agit de faire masse pour se faire entendre. Seule la CFDT n'a pas appelé à manifester. On apercevait tout de même à Épinal quelques dissidents, salariés de chez Nessé Waters, de Contrexéville-Vitel, des salariés du privé solidaire de cette journée d'action nationale, des cheminots et de la fonction publique pour dénoncer les réformes du gouvernement. C'est une première étape aussi, il y aura d'autres formes d'action et d'autres journées d'action qui vont venir. Mais là, il fallait qu'on alerte sur les choix politiques faits en matière de fonction publique et de services publics rendus dans notre département. Le plus nombreux possible est déterminé et répéter l'opération jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on reprendra et qu'on s'appuiera aussi peut-être sur le même rythme que les cheminots. Rien n'est écarté. Il n'y a pas grand-chose qui va bien, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans l'administration de manière générale, dans l'éducation nationale. On voit bien que tout est fait pour diviser, tout est fait pour mettre en réserve le mauvais fonctionnement de la fonction publique, alors que ce n'est pas ça du tout. C'est le premier mouvement social d'ampleur auquel doit faire face Emmanuel Macron, après celui des retraités, nombreux encore ce jeudi. Les syndicats dénoncent une fonction publique livrée au privé, le recours aux contractuels, désormais un agent sur 5, des salaires des fonctionnaires gelés depuis 2010 et l'instauration, c'est inédit, d'un plan de départ volontaire. Les cheminots ont lancé le mouvement pour défendre leur statut, mais pas seulement. Les lignes pas rentables, on les oublie. C'est-à-dire tout ce qui transporte des scolaires et des abonnements de travail. Je vois mal une entreprise faire circuler des trains à perte. Quand on dit à perte, ça ne veut pas dire que les trains sont vides. Au contraire, c'est qu'ils ne rapportent pas assez d'argent. C'est pas la même chose. Dans ce cortège, la fonction publique hospitalière des Vosges était très présente. Les infirmières de l'hôpital d'Épinal n'ont pas osé s'exprimer face caméra, mais les aides-soignantes ont pris le relais. Depuis 3 mois, le CH Émile Durkheim fait partie des 97 établissements en France déclarés hôpitaux sous tension, faute de personnel suffisant. Qu'est-ce qui s'est passé aux urgences ce matin ? Il y avait des gens encore sur les brancards qui attendaient des lits et des avis médicaux, au moins une vingtaine. Et quand on est arrivé vers 10h30, il y avait 10 personnes encore qui étaient en attente. Combien d'heures d'attente ? Là, il y a une semaine, c'était entre 8 et 10 heures. Et ce matin, 3-4 heures. Des enseignants, des forestiers, des agents territoriaux ont affiché ce jeudi leur fierté d'être fonctionnaires. C'est important, la fonction publique, de dire d'être là pour les gens au quotidien, sur des actions aussi bien sur la santé que sur le transport, la mobilité. Une délégation syndicale a été reçue par le préfet des Vosges qui fera remonter les doléances à Paris. Le gouvernement lui rappelle que la concertation sur la modernisation de la fonction publique va durer jusqu'en octobre. Voilà, tout à fait autre chose dans ce journal maintenant. Tsunami sur la filière avicole bretonne. L'avenir des groupes voiliers Doux et Tilly-Sabco est mis à mal. Y aura-t-il encore un abattoir de poulets à Châteaulin? Cette situation floue n'est pas sans conséquence sur les aviculteurs du Finistère. Explication avec Sophie Lecroisier pour TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme en Bretagne. Plus de 3 millions de poulets sortent chaque année de ces 2 exploitations avicoles du centre Finistère. Elles approvisionnent la filière export du groupe Doux.
Pour l'instant, pas de baisse de production, mais jusqu'à quand? La filière avicole bretonne est en difficulté. Tilly Sapco, l'usine de saucisses de poulet, s'apprête à déposer le bilan et le groupe Doux, lui, cherche un repreneur. En 7 ans, le nombre d'exploitations avicoles bretonnes, fournisseurs de Doux, a été divisé par 2. Ils ne sont plus que 157 aujourd'hui. Et quand on voit ce qu'on était capable de faire il y a quelques années en arrière, on faisait du poulet frais, on faisait de la dinde, il y avait du canard, il y avait toute la panoplie de la filière avicole complète dans le groupe. Et que maintenant on est réduit à faire du poulet export qui est remis en cause carrément parce que il n'y a pas de produits, on n'est pas compétitif sur ces marchés-là. On peut se dire qu'on a raté sûrement quelques marches. Restera-t-il un abattoir à Châteaulin? Vers quel type de production s'orientera le groupe Doux s'il trouve repreneur? Pour les aviculteurs bretons, une chose est sûre, il faudra une fois de plus s'adapter pour sauver leur emploi. On nous a demandé de faire de la dinde, on a fait de la dinde, certains ont fait du canard. Franchement, les gens ont toujours joué le jeu. Et à ce titre-là, on n'est pas très récompensé parce que finalement, on a fait confiance quelque part. Et puis, au jour d'aujourd'hui, on est quand même un peu sur notre faim. Il faut un repreneur de toute façon. Il faut qu'il trouve une solution afin qu'on puisse continuer, nous, notre métier. Non seulement nous, mais tout ce qui est en amont de la filière et tout ce qui est après. Depuis la diminution de l'activité abattage chez Tilly Sapco en 2014, les éleveurs du Nord Finistère, loin de tous les abattoirs bretons de poulets congelés pour l'export, ont majoritairement changé de type de production, dinde, pintade, canard. Et ils ont rejoint d'autres groupes volaillers français. Alors que le bras de fer entre l'État et les départements continue sur le dossier sensible de l'accueil des mineurs isolés, on part à la découverte d'un de ces centres d'hébergement en Gironde, Nouvelle-Aquitaine. Il s'agit du centre de Mérignac. Dominique Parmentier de TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ouvert en décembre dernier dans ce château appartenant aux pupilles de l'État, le centre de Mérignac accueille aujourd'hui une quinzaine de jeunes entre 15 et 17 ans, la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Ils ont quitté seuls leur pays d'origine pour diverses raisons, dans des conditions parfois très difficiles. Je suis venu ici pour ma protection, pour qu'on me protège au fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a beaucoup de choses qui s'est passées, je ne peux pas en revenir sur tout ça, c'est quoi. Ça a été un long voyage pour nous, en fait. Ça a été un très très long voyage pour nous. Certains, comme Ali, sont orphelins. Ici, ils se sentent en sécurité, encadrés et peuvent préparer leur avenir avec l'aide d'Emmaüs, engagés aux côtés du département dans l'accueil de ces jeunes. La protection, c'est pas seulement l'accueil, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi l'apprentissage de la langue, c'est aussi l'insertion sociale et professionnelle. Ces jeunes sont totalement déterminés, ils ont fait preuve d'un courage exceptionnel et nous, on est là pour accompagner tout ça. J'aimerais apprendre l'électricité et encore, je suis là à apprendre encore tout le moment parce que je pars à l'école dès maintenant là et tout ça. Comptez espérer rentrer chez vous un jour? Ah oui, un jour, oui. Mais quand même, moi, j'ai envie de rester en France ici, c'est ça. Il existe aujourd'hui une quinzaine de structures comme celle-ci en Gironde. D'autres pourraient bientôt voir le jour. En effet, il y a un peu plus d'enfants à accueillir, puisque nous sommes un gros département. Donc on nous demande, l'État, d'accueillir un peu plus de jeunes mineurs non accompagnés. Mais nous ne sommes pas face à une vague non plus énorme. Aujourd'hui, c'est 560 jeunes que nous accompagnons. C'est une augmentation de 250% en 2 ans de ces jeunes à accompagner. Une prise en charge financière de 15 millions d'euros pour le département qui reproche à l'État de ne pas prendre sa part. C'est l'évaluation de la minorité et de l'isolement des jeunes. Bien sûr, il y a un petit travail social, mais il y a surtout un gros travail de vérification documentaire et d'identité. Cela n'a rien à faire dans les compétences départementales. C'est une compétence régalienne d'État et nous demandons maintenant à l'État de reprendre cette mission qui est la sienne, parce qu'elle nous coûte cher et qu'elle désorganise entièrement nos services de la protection de l'enfance. Au total, ce sont près de 5000 mineurs de 0 à 18 ans qui sont pris en charge par le département de la Gironde. Et maintenant, une menuiserie accessible à tous. L'association Extramuros, située dans le 20e arrondissement de Paris, développe différentes actions participatives et éducatives dans les quartiers populaires. Autour de la menuiserie, l'association vise à agir sur l'insertion professionnelle et à générer de la mixité sociale. Margot Lulon pour Via Grand Paris. Planches de bois découpées, clous vissés, dans cette menuiserie solidaire du 20e arrondissement, comme toutes les semaines, ces personnes viennent construire elles-mêmes leurs futurs meubles, comme Marie-Pierre, qui termine une lampe
C'est l'étape de ponçage pour les finitions, pour que tout soit bien net. Et voilà, c'est pas toujours très facile à faire. Pas toujours facile, mais pendant ces ateliers, le principe est collaboratif. Tout le monde apprend en s'entraidant. C'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on est avec les autres et les autres sont avec nous. C'est-à-dire que moi, chaque chose que j'ai faite, quand elles sont assez difficiles à faire, il y a toujours quelqu'un, sans demander, quelqu'un qui est là, qui veille et qui dit tu veux de l'aide ou tu ferais mieux de faire comme ça, ce sera plus pratique pour toi. Enfin, et voilà, et on trouve les solutions à nos problèmes en commun et chacun s'entraide. Et ce lieu possède également un aspect écologique. Le bois ou les autres matériaux utilisés étaient des déchets. Tout est trié, recyclé et mis à disposition des adhérents. Apprendre à réparer et concevoir devient ainsi accessible à tous les budgets et permet de mélanger les classes sociales. Comme ça, on est aussi dans une action qui est vraiment de mixité sociale, de lien social, ce qui est l'objectif un peu de cette activité aussi, où on pourrait encore dire que là, on est sur le prétexte de la menuiserie. C'est un vecteur qui permet de créer au sein de cet atelier un lieu de rencontre et qu'il y a besoin d'avoir des lieux de mixité sociale parce que c'est un enjeu de citoyenneté important, mais de le faire de manière accessible, de ne pas faire une mixité sociale pour des classes moyennes, de faire une mixité sociale qui soit accessible à tous. L'association propose également aux jeunes, en rupture scolaire, de participer à des chantiers éducatifs pour leur permettre de se rapprocher de l'emploi et donner un sens à leur recherche professionnelle. Voilà, on poursuit ce JT des territoires avec dans un instant le Club de la Presse et tout de suite, eh bien c'est la une de vos journaux en région. On les regarde ensemble. On démarre avec Ouest France, c'est le plus grand journal francophone du monde qui titre sur le financement libyen. Sarkozy se défend pour ce grand quotidien régional, le premier français dirigé par François-Xavier Lefranc. Pour le Midi Libre, je ferai triompher mon honneur. Nicolas Sarkozy, hier soir à la télévision, a riposté à la suite de sa mise en examen dans l'affaire libyenne. Vous le savez, et on en parle dans un instant avec Yannick Halimi du Parisien. Pour La Voix du Nord, directeur de la rédaction Pierre Mauchamp, rédacteur en chef Patrick Jankelevitch, c'est les trains perturbés, les routes saturées, plus de 10 000 manifestants dans la région. Il s'agit du Nord-Pas-de-Calais, c'est le tour de chauffe à la une de La Voix du Nord. Pour Sud-Ouest, dirigé par Jean-Pierre Dorian, le rédacteur en chef, c'est la rue lance son premier avertissement. Les fonctionnaires ont défilé partout en France pour défendre leur statut et leurs conditions de travail. C'est à Bayonne que le défilé a rassemblé 3500 manifestants en Nouvelle-Aquitaine. Pour la Charente Libre, rédacteur en chef Jean-Pierre Barjou, les services publics unis dans la colère. 320 000 à manifester dans toute la France hier, vous le savez, dont environ 3500 à Angoulême pour défendre le statut des fonctionnaires et des cheminots qu'Emmanuel Macron veut réformer, ainsi qu'un service public de qualité. Pour le Télégramme, directeur éditorial Hubert Coudurier, rédacteur en chef Samuel Petit, les fonctionnaires, la chasse aux idées reçues. Présents dans la rue pour dénoncer les projets du gouvernement, les fonctionnaires sont souvent la cible d'idées préconçues, de clichés. Mais qu'en reste-t-il vraiment? Travaillent-ils moins? Sont-ils moins bien payés? Trop nombreux? Les réponses dans le Télégramme aujourd'hui en pages 2 et 3 pour Presse Océan et des journaux du groupe Ouest France. Et mobilisation à Paris gagnée, 8 500 à 10 000 manifestants. 2 000 à 3 000 à Saint-Nazaire étaient dans la rue pour défendre les services publics. Nouvelle manifestation, vous le savez, le 19 avril. Pour La Dépêche, dirigée par José Biosca, rédacteur en chef Jean-Claude Souléry, pénurie d'eau, le scénario noir. À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, les experts tirent la sonnette d'alarme, zoom sur l'Occitanie, une des régions les plus exposées de France à cette pénurie. Et puis pour la Provence, dirigée par Franz-Olivier Gisbert, c'est le coup de pompe des vélos à Marseille. Piste cyclable rare ou dangereuse, les cyclistes risquent gros en circulant à Marseille. C'est la dernière des villes au classement des grandes villes françaises et pourtant les Marseillais sont très nombreux à pédaler. Et puis dans la rubrique Société de ce grand journal du Sud-Est, un article sur le droit des animaux gravé dans un code. C'est en page 3, mais vous pouvez retrouver évidemment ces articles ainsi que tout ce dont je viens de parler en une dans les sites
site de la presse quotidienne régionale. Ils sont fort bien faits. Je vous conseille d'y aller, les sites internet. Voilà, le club de la presse ce matin avec Yannick Halimi. J'en parlais dans un instant, du Parisien. Bonjour Yannick. Merci d'être avec nous. Vous êtes aussi un des journaux de la presse quotidienne régionale, le Parisien, et vous êtes partenaire de cette matinale d'info. Et puis Zoé Cadio de l'Indépendant pour le groupe La Dépêche. Bonjour Zoé, merci d'être avec nous. Avec vous, on va parler de Guernica, une exposition magnifique qui arrive à Paris. Tout de suite avec vous, Yannick Halimi, on va revenir sur l'actualité, sur l'intervention de Nicolas Sarkozy hier soir à la télévision. Il a dénoncé les calomnies de la bande à Kadhafi. Il a récusé, je cite, les mafieux et veut faire triompher son aumôneur. Alors d'abord, sur la forme, l'avez-vous trouvé convaincant, Nicolas Sarkozy ? Alors écoutez, convaincant, là, on ne touche pas à la forme. Pardonnez-moi, on touche au fond. Et là, bien évidemment, je ne peux pas du tout me prononcer sur le fond de l'affaire et sur les arguments. On a dit qu'il y avait un retour à un Sarkozy qu'on connaissait déjà. Hein, c'est ce que les observateurs Alors moi, je suis... Oui, bien sûr. Ce matin, c'est un Sarkozy... alors donc, sur cette forme-là, effectivement, c'est un Sarkozy qu'on connaît, combatif, essayant de déconstruire tous les éléments que semblent avoir produits les juges pendant sa garde à vue, pardonnez-moi. Ça, c'est vrai. Mais j'ai trouvé aussi que c'était un nouveau Sarkozy. Je veux dire par là une nouvelle facette de Sarkozy. Bien évidemment, l'homme n'a pas été transformé de fond en comble, mais le moment fait l'homme aussi. Et là, je trouve qu'hier, évidemment, la dernière phase avec les 48 heures et la mise en examen de Nicolas Sarkozy, je trouve que là, c'est un élément très, très fort dans la vie et dans ce que peut ressentir, penser, représenter Nicolas Sarkozy aujourd'hui. C'est une mise en examen, c'est bien évidemment pas encore une culpabilité avérée, mais il n'empêche, c'est une mise en examen dans une affaire extrêmement grave, peut-être la plus grave des affaires qu'est Nicolas Sarkozy au-dessus de lui. Hein, on sait qu'il y a plusieurs affaires dans lesquelles il a été stigmatisé, mis en cause, et il y en a encore aussi beaucoup qui ne sont pas encore terminées, mais celle qui nous occupe aujourd'hui, de financement libyen, touche quand même, qui pourrait être, si elle s'avérait, un scandale d'État, mettant en cause la France, mettant en cause un candidat à la présidentielle qui a été élu quelques mois après, mettant en cause un État officiellement terroriste. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même un élément très très fort, et je trouve que là, Nicolas Sarkozy en est pleinement conscient. Donc c'est encore une fois une nouvelle phase de Nicolas Sarkozy que l'on n'avait pas vue et testée, si je puis dire, auparavant. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il n'y a pas eu au fond de, comme certains observateurs le décrivent ce matin, de hauteur présidentielle, et qu'il était plutôt dans un combat au corps à corps ? Là aussi, moi, je m'écarterais un peu de ce que... Oui, alors on était, encore une fois, c'était pratiquement un avocat, on l'a dit, qui parlait. Il a produit des pièces. On en pense bien évidemment sur le fond, ce qu'on veut, ce qu'on peut. Encore une fois, on n'est pas là pour juger sur le fond. Donc oui, il s'est défendu, et c'est en ce sens que je dis que c'est un moment presque tragique pour lui, sur lequel on ne l'avait pas vu encore évoluer. Il s'est défendu comme un corps à corps, si vous voulez, dans un corps à corps, pièce à pièce. Mais quand même pas seulement, parce que il a tenté et il a voulu, en tout cas, mettre ce dossier sur un plan politique avec un grand P. Comme je vous le disais, c'est une affaire très particulière. Il a tenu à rappeler que ça mettait en cause l'honneur, à travers le sien, l'honneur de la France, ce qui n'est pas faux, encore une fois. Parce que quelle que soit l'issue de l'affaire, si l'affaire tourne court, c'est quand même terrible. C'est un État terroriste qui a éclaboussé toute une partie de la classe politique française, ce qui n'est pas rien, et un ancien chef de l'État. Et si les indices se transformaient en charge et en preuve, et que monsieur, on n'en est pas là, hein, bien évidemment, que M. Sarkozy était inculpé, c'est aussi une affaire terrible. Et je pense, moi, que Nicolas Sarkozy a bien compris, et en tout cas a voulu transmettre la dimension de cette affaire bien singulière. Alors, sur Edoui Plenel et Mediapart, des attaques en règle, liant d'ailleurs le soutien d'Edoui Plenel à Tariq
Ramadan à cette affaire. C'était une erreur de faire ça ou pas? Ce matin, ça a été très pointé, hein, vous l'avez entendu. Oui, alors hier, Nicolas Sarkozy a stigmatisé trois acteurs, trois protagonistes, qui étaient bien sûr M. Kadhafi et l'État libyen et ses proches. Vous avez raison, Mediapart et Edoui Plenel, et également... qui lui a répondu, hein, d'ailleurs on a vu ce matin, Edoui Plenel disant non, le document qu'il a produit était vrai, et la justice a tranché en notre faveur, alors, en gros. Oui, c'est ce qu'il disait déjà hier. Encore une fois, moi je ne suis pas capable de juger sur le fond, et quels étaient surtout les arguments avancés par la justice sur ce document-là. Écoutez, c'est pas le premier à stigmatiser la presse. Là, il a stigmatisé non pas la presse ou les journalistes, mais un média bien particulier qui, rendons-lui honneur, en creux, c'est une façon de rendre honneur, enfin c'est peut-être un bien grand mot, un peu maladroit, mais c'est vrai que c'est Mediapart qui a, avec la publication de ce document en mars 2011... Monsieur Plenel n'a pas que des amis fréquentables, a dit l'ancien chef de l'État. C'est Edoui Plenel et Mediapart qui a lancé véritablement l'affaire. La pierre continue de rouler, on n'a pas encore, bien évidemment, l'issue de cette affaire. Mais l'autre élément que je noterai, je ne suis pas la seule ni la première, c'est que, contrairement à ce qu'il y avait été fait les mois précédents, M. Sarkozy, et sur d'autres affaires, n'a pas du tout pointé du doigt la justice. Pas une question sur Alexandre Djouri hier soir, dans cette interview. Pourquoi? Il est un des hommes clés de cette affaire. Oui, il est il faut peut-être demander à M. Boulot pourquoi il n'a pas posé cette question. Toujours est-il que c'est un des hommes clés, oui, qui se trouve justement incarcéré depuis quelques mois. À l'hôpital, très exactement. Qui est à l'hôpital, pardon. En tout cas, il fait l'objet d'une décision d'emprisonnement, justement dans le cadre de cette affaire qui s'accélère. Donc, c'est un des éléments qui montre l'accélération de la procédure. Écoutez, oui, mais enfin, vous avez raison, c'est une personnalité clé dans cette affaire labyrinthique. Hein. Alors, Jannick Halimi, vous êtes une spécialiste du monde politique, vous l'observez. Est-ce que vous pensez que les Républicains vont être obligés de soutenir Nicolas Sarkozy de manière très forte? Pour le moment, ils le font. Ils le font avec force ou moins de force, ça c'est à nous de juger. Mais enfin, ils le font, et Laurent Wauquiez l'a fait explicitement. Peut-être que ça aurait pu être encore plus fort que ça. On n'a pas vu tous les leaders des Républicains, effectivement, sortir du bois. On dit que Laurent Wauquiez, d'ailleurs, par le biais d'un tweet, l'a soutenu tardivement, hein, pendant la période où il était entendu. Ça n'a pas été le premier à le soutenir. On se souvient des propos de Laurent Wauquiez devant les étudiants. Oui, quelques semaines avant. Oui. Voilà, on se souvient de la contrainte, de l'obligation dans laquelle Laurent Wauquiez est allé s'excuser à la rue Mirobénil, donc au siège parisien de Nicolas Sarkozy, pour les propos qu'il a dit. On se souvient que c'était Nicolas Sarkozy, quand même, qui a contribué à l'élection de Laurent Wauquiez à la tête des LR. Bon, bah écoutez, voilà, c'est une des premières vagues qui éclabousse, en tout cas qui fait encore question au sein du Parti des Républicains, qui n'en avait pas besoin. Merci Jannick Halimi. On vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de notre invité politique. Ça tombe bien qu'il soit sur ce plateau ce matin. C'est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. On l'interrogera évidemment sur cette affaire, et également, vous vous en doutez, sur les manifestations qui ont eu lieu hier. Il sera en direct sur ce plateau. Voilà, la une du Parisien. Et d'ailleurs, là-dessus, Jannick Halimi, on l'a vu pendant que vous parliez. Ça ne prend pas, les mouvements sociaux. C'est la une du Parisien. Zoé Cadio, un peu de détente avant ce week-end. C'est formidable. Vous allez nous parler de la prochaine exposition événement du musée Picasso du 27 mars au 29 juillet, qui rappelle le contexte de la création de la toile de 1937, bombardement de Guernica. Et vous avez la chance d'y avoir eu accès. Alors, pas encore tout à fait. Alors, il faut... Effectivement, cette exposition Guernica est vraiment un des événements culturels sur la capitale au printemps. Ce sont des esquisses. Hein. Alors, effectivement, sur des esquisses. Alors, ce qui est assez incroyable dans cette exposition, c'est que la toile par elle-même, Guernica, vous savez, qui est vraiment la grande, je dirais, signature de Picasso, qui a été peinte en mai-juin 1937, soit après le bombardement de la petite ville basque qui s'appelait Guernica avec un K, hein, pas comme on l'écrit là aujourd'hui avec un C en français. Mais il faut savoir que cette toile, qui est complètement énigmatique, a été commandée par les Républicains espagnols au début de l'année 1937, bien avant le bombardement de la petite ville basque. Et elle est devenue
le symbole de la lutte contre le fascisme et aussi le symbole des républicains espagnols. Un symbole politique. Et un symbole politique, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant dans cette exposition et qui est aussi un peu amusant, c'est qu'on va parler de Guernica sans voir cette fameuse toile. Alors, comment on va l'aborder? À travers des 45 esquisses qui vont être présentées. On voit derrière vous et on voit derrière vous parler. moi, Superbe d'ailleurs celle-là. Qui est superbe cette toile. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir aussi que dans cette toile, il y a un triptyque qui est très intéressant, qui est avec le cheval au centre, qui représente l'Espagne. Tout le monde, quand on parle Espagne, on parle du cheval. Et puis il y a ce taureau à gauche, là, qui est un peu blessé, enfin, qui incarne cette force brute et stupide de Franco. Parce que derrière cette toile, il y a vraiment des messages subliminaux de Picasso vis-à-vis de ça. Et ce qui est très marrant, c'est que à travers cette toile aussi, c'est qu'on a l'impression que Picasso est en Espagne, mais pas du tout. Il vivait en France depuis 1900. Donc, il a eu l'histoire du bombardement et ça l'a d'autant plus heurté qu'il a eu tout ça par la presse française et par la presse espagnole jusqu'en 1939, où sa mère lui a envoyé la presse pour lui expliquer ce qui se passait. Alors, nous, on est intéressés par Picasso, non parce que il est catalan, il faut rappeler quand même qu'il est né à Magala. Zoé Cadio, la catalane, l'indépendant de Perpignan, alors, et en du plus, groupe La Dépêche. Tout à fait. Et Picasso, pourquoi? Parce qu'il faut savoir aussi qu'il est venu très souvent à Céré, dans les années 1910. Il a même fait un don en 1953 en laissant... Redites aux téléspectateurs où c'est, ce qui Alors, Céré, c'est dans les Pyrénées-Orientales, exactement. Et alors, bien sûr, il vivait à Montjean, de l'autre côté de la Méditerranée, mais il y avait une véritable attache au point que quand il venait en 1950 à Perpignan, où il avait les amis des familles Lazerme, où l'appartement a été transformé au musée Rigaud, il disait « Je me sens bien, je me sens vraiment chez moi à Perpignan ». Voilà. Donc, pour nous, c'est vraiment un lien important. Et puis aussi, Guernica, il faut pas l'oublier aussi, c'est quand même le symbole de la lutte contre le fascisme pour le pays espagnol, mais pour le reste du monde, c'est quand même celui de la résistance contre la barbarie. Et c'est vraiment un moment important, une page importante. Et puis, je voudrais juste faire un petit aparté, rappeler que le 3 avril 1918, vous savez, je vais faire comme les critiques de cinématographiques, je vais parler d'un débat qui va y avoir lieu justement avec des artistes espagnols exilés, dont certains, vous savez, avaient fui justement le franquisme et la retirada. Et là aussi, c'est aussi en écho avec notre le père région. de Manuel Valls. Tout à fait, le père de Manuel Valls. Bonne remarque de Jannick Halimi. Merci Zoé Cadio, la catalane de l'Indépendant de Perpignan, un des journaux du groupe La Dépêche. Merci à vous. On va passer dans un instant à l'invité politique. C'est Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui est notre invité au lendemain des manifestations. C'est important d'avoir sur ce plateau. Mais tout de suite, c'est la météo des territoires, le temps qu'il fait en France, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. Ça réchauffe un peu les moyennes. À tout de suite avec l'invité politique. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.